Je m'appelle Alain Moreau, capitaine dans l'armée depuis plus d'une décennie, et je pensais avoir vu le pire des horreurs de la guerre. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que je m'apprête à raconter. Tout a commencé cette nuit-là, quand un fracas assourdissant et une explosion nous ont enterrés, moi et mes hommes, dans une tranchée isolée, quelque part au milieu d'un champ de bataille anonyme. Le noir complet s'est installé, et le silence, étrange et pesant, nous a enveloppés. Quand je me suis réveillé, la douleur a été mon premier compagnon. Mon bras gauche semblait brisé, chaque mouvement m'arrachait un cri étouffé. Mes yeux se sont habitués à la pénombre et j'ai distingué les silhouettes de mes hommes, Marc Lefebvre, le sergent au regard dur et acéré, bien que pâle de douleur à cause de sa jambe blessée, Paul Dubois, notre plus jeune recrue, qui tremblait légèrement, les yeux grands ouverts, et Jacques Renaud, le médecin, qui déjà, en silence, évaluait l'ampleur de nos blessures avec une patience stoïque. Nous étions seuls, laissés pour morts, sans aucune possibilité d'appel pour de l'aide. Jacques a tenté de m'aider, nouant une écharpe autour de mon bras pour limiter la douleur. Marc, toujours pragmatique, nous a encouragés à fouiller autour de nous. Nous n'avions que quelques rations et un fond d'eau, à peine de quoi tenir un jour. Nos visages se sont tendus lorsque nous avons réalisé la précarité de notre situation. La nuit est tombée rapidement. Je pouvais entendre au loin les tirs sporadiques, les obus s'abattant par intermittence comme pour nous rappeler que nous n'étions pas en sécurité. Mes hommes et moi avons pris la décision de ne pas allumer de feu, évitant toute chance d'attirer l'attention des troupes ennemies. Nous nous sommes enfoncés dans le silence, chacun luttant contre ses propres peurs. Le lendemain, j'ai proposé un plan, avancer prudemment pour rejoindre les lignes amies, et ce, uniquement sous le couvert de la nuit. Malgré sa blessure, Marc prenait la tête de notre groupe, scrutant chaque pouce de terrain avec son œil expert d'ancien démineur. C'est ainsi qu'il nous a sauvés en repérant un champ de mines improvisé. Il a dirigé chacun de nos pas, son visage marqué par la concentration et la peur de commettre une erreur. Sa patience a été notre salut, et nous avons continué en silence. Mais le destin semble parfois nous tendre des pièges avec un goût cruel pour l'ironie. En fin de journée, nous avons croisé un soldat ennemi, aussi perdu que nous. Paul a hésité, serrant son fusil avec une nervosité palpable, mais j'ai levé la main pour lui indiquer de rester silencieux. Je savais que tuer un homme, même ennemi, dans ces circonstances ne ferait qu'aggraver notre situation morale. Nous l'avons contourné, puis avons repris notre progression. Les jours se sont transformés en nuit, et chaque moment était une lutte contre la faim qui grandissait, creusant nos estomacs comme des bêtes affamées. Nos maigres provisions s'épuisaient, et chaque morceau de ration était partagé en silence, avec cette conscience que la faim pourrait venir plus tôt que prévu. L'idée de trouver un abri nous hantait, mais la terre semblait vouloir nous tenir en éveil, ne nous offrant aucun répit. Par miracle, nous avons déniché une petite caverne dissimulée entre deux collines. Elle était sombre, et l'air y était froid, mais c'était un refuge. Là, pour la première fois, nous avons tous pu dormir un peu, malgré l'angoisse et les ombres qui semblaient se glisser dans nos rêves. Le lendemain, alors que Marc observait l'horizon, il a soudainement abaissé la tête, chuchotant que des soldats ennemis approchaient. Nous nous sommes aplatis contre le sol, nos cœurs battant si fort qu'il nous semblait qu'ils allaient trahir notre position. La patrouille est passée lentement, ignorant notre présence. Ce moment m'a rappelé à quel point notre situation était précaire. Nous avons attendu que le silence revienne, tous les sens aux aguets. La tension était palpable, comme si même l'air autour de nous retenait son souffle. Après ce passage furtif des soldats ennemis, nous avons senti les nerfs craquer. Marc, habituellement stoïque, a relâché sa prise sur son fusil avec un soupir rageur. Il a commencé à murmurer des reproches à mi-voix, remettant en question notre itinéraire et ma décision de suivre ce chemin. Je savais qu'il ne s'agissait pas uniquement de désaccords, c'était la peur qui parlait, mêlée à une fatigue intense. Nous étions au bord du gouffre, chacun de nous frôlant cette limite invisible de notre propre endurance. Jacques, notre médecin, s'est approché de moi peu après pour me montrer l'état de Paul. Il avait décelé une infection, Paul s'était blessé la veille en glissant dans une crevasse boueuse, et la plaie montrait déjà des signes de rougeur inquiétante. Malgré le peu de fournitures, Jacques a fait de son mieux pour nettoyer et panser la blessure. C'était un rappel brutal de notre fragilité et de l'absence de soins adéquats. Pour survivre, il nous fallait à tout prix avancer et sortir de cette zone de guerre, même si chaque pas nous coûtait en force et en espoir. Après avoir repris notre route, nous avons été confrontés à un autre obstacle, un marais gluant et épais. Ce n'était pas une simple mare, c'était un piège qui semblait attendre de nous avaler. Chaque pas était un effort monumental pour éviter de s'enfoncer davantage. À un moment, j'ai vu Jacques lutter pour libérer sa jambe coincée, son visage tendu par l'effort.
L'épuisement marquait chacun de nous, et il nous fallait désormais mettre toute notre énergie à chaque mouvement. Cette progression lente et sinistre dans ce marécage semblait durer une éternité, les bottes s'enfonçant et ressortant avec un bruit gluant qui résonnait comme un présage funeste. Nous avons enfin retrouvé un terrain plus sec et pris un instant pour souffler, mais notre répit a été de courte durée. Quelques pas plus loin, nous avons découvert une ligne téléphonique enterrée, vestige d'un réseau de communication. Marc a tenté de voir si la ligne fonctionnait, mais elle avait été coupée, réduisant à néant tout espoir d'envoyer un message pour signaler notre position. La situation s'est encore aggravée quand, à la tombée de la nuit, une explosion a retenti à quelques mètres de nous, déclenchée sans doute par un obus abandonné. Nous avons été projetés au sol, les oreilles bourdonnant, le cœur battant à une vitesse effrayante. Par miracle, nous n'avons eu que des blessures mineures, mais ce moment de chaos nous a laissés encore plus vulnérables et nerveusement épuisés. Nous avons dû rebrousser chemin pour éviter d'autres zones potentiellement piégées, notre morale au plus bas. Pourtant, le pire était encore à venir. Alors que nous progressions dans le noir, un éboulement soudain nous a obligés à plonger au sol pour éviter des débris de pierre et de terre qui tombaient autour de nous comme une pluie de plomb. Nous avons trouvé refuge sous un amas de rochers pour éviter d'être écrasés. La tempête de neige qui a suivi a ajouté une nouvelle couche de défi à notre situation déjà insupportable. Le froid mordant et le vent violent se sont transformés en ennemis supplémentaires. Nous étions recroquevillés les uns contre les autres pour partager la chaleur, mais je pouvais voir dans les yeux de mes hommes une lueur de désespoir qui menaçait de s'éteindre. Nous avons passé cette nuit glaciale blottie sous nos maigres couvertures, les corps serrés les uns contre les autres pour repousser l'hypothermie. Le froid s'infiltrait sous nos vêtements trempés, grignotant nos dernières réserves de chaleur. Chaque respiration produisait un nuage de buée qui se dissipait dans l'obscurité, comme un rappel cruel de notre vulnérabilité. Jacques tremblait de façon incontrôlable, et je pouvais sentir que son corps se raidissait. Quant à Paul, ses yeux s'étaient fermés, et sa respiration devenait irrégulière. La perspective de perdre l'un d'entre nous, là, dans le silence glacial de cette nuit sans fin, était terrifiante. À l'aube, nous avons trouvé dans le givre matinal un mince réconfort, un élan fragile de volonté pour nous relever et continuer. La première lumière nous a permis de voir une tranchée ennemie abandonnée, jonchée de débris et de restes d'équipement. En fouillant, Marc a trouvé une carte partiellement déchirée, mais encore lisible. Elle semblait indiquer une direction approximative vers notre ligne de front. C'était un signe d'espoir, et même si notre progression restait hasardeuse, cela nous donnait un objectif. Nous avons pris la direction indiquée sur la carte, avançant avec précaution, mais notre position a vite été compromise. Des tirs éclatèrent à proximité, et nous avons plongé à terre, rampant pour nous cacher derrière un talus. Les tirs se rapprochaient, et tout notre groupe retenait son souffle, espérant ne pas être repéré. Nous avons alors décidé de nous enfoncer davantage dans les lignes ennemies pour éviter les patrouilles, quitte à prendre des risques plus grands. Alors que la faim et la fatigue tiraient sur nos corps affaiblis, nous avons partagé les dernières miettes de nourriture que nous avions. Chaque bouchée, aussi minuscule soit-elle, nous rappelait combien nous avions besoin de survivre. Les estomacs vides et les esprits embrouillés, nous avons repris notre avancée. La nuit suivante, des chiens de piste se sont approchés, et pour échapper à leur flair, nous avons plongé dans une rivière glaciale. L'eau mordait nos os, mais elle masquait notre odeur. Tandis que nous retenions nos respirations, les chiens ont finalement passé leur chemin, et nous sommes sortis de l'eau trempée et transie, mais invisibles. La route a continué de nous mener vers des pièges et des obstacles inattendus, et à un moment, nous avons dû traverser un autre champ de mines. Marc, avec toute l'expertise et la minutie dont il disposait encore, nous guidait, chaque pas marqué par une tension insupportable. Le danger semblait nous envelopper, mais notre progression restait ininterrompue. Finalement, après plusieurs jours, nous avons atteint la rive d'un large fleuve. Ce cours d'eau se dressait entre nous et notre destination. Construire un radeau improvisé avec les débris flottants et les branches trouvées à proximité nous a pris toute une journée. Lorsque nous avons embarqué, le courant menaçait de nous emporter. Chaque vague qui frappait notre fragile embarcation était une promesse de naufrage. Mais malgré tout, nous avons réussi à atteindre l'autre rive, à moitié gelé et tremblant, mais encore vivant. À peine avions-nous posé pied sur la terre ferme qu'un groupe ennemi surgit. L'affrontement fut brutal, sans la moindre pitié. Épuisés, blessés, mais poussés par un dernier souffle de détermination, nous avons combattu avec ce qu'il nous restait de munitions et de force. Finalement, après une lutte acharnée, nous avons repoussé nos assaillants. Cette victoire, bien que difficilement acquise, nous donna un dernier élan d'énergie. Quelques heures plus tard, alors que le jour se levait, nous avons vu au loin les drapeaux de notre propre camp, notre refuge.
Nous avancions, titubant et soutenant les plus faibles d'entre nous. Lorsque nous avons finalement franchi les lignes de notre camp, l'étonnement et le soulagement se lisaient sur les visages de nos camarades. Pour nous, chaque pas vers ce camp représentait une victoire, un rappel que, malgré les horreurs de la guerre, nous avions survécu, liés par cette épreuve impitoyable et indélébile. Cette expérience, cette lutte dans les tranchées et à travers les champs de bataille, était gravée en nous pour toujours. Chacun d'entre nous porterait désormais cette histoire, ce souvenir de camaraderie et de survie au-delà de toute attente.